Grand Matin Sud Radio. Le petit déjeuner politique. Bienvenue, il est 7h45, c'est le petit déjeuner politique de Marc Fesneau, qui est ministre chargé des relations avec le Parlement. Bonjour Marc Fesneau. Bonjour. Christian Jacob, élu à la tête des Républicains. Il est aussi le patron des troupes à l'Assemblée. Vous, le ministre justement en charge des relations avec le Parlement, quelle est votre réaction ce matin ? Pas de réaction particulière. Moi, je connais un peu Christian Jacob, puisqu'effectivement, j'ai été et président de groupe avec lui et désormais comme ministre des relations avec le Parlement. Je crois qu'on a toujours réussi à nouer un dialogue assez républicain au bon sens du terme et démocratique. Il a la lourde charge de prendre une famille politique qui est en difficulté. Au fond, vous avez de bonnes relations avec lui, quoi. Oui, j'ai plutôt de bonnes relations. Non, mais c'est plutôt pour le Parti des Républicains, c'est une bonne nouvelle ou pas ? C'est toujours mieux en démocratie quand on a une bonne relation, y compris avec ses opposants. Moi, je pense que c'est une saine démarche, si je peux dire. Ouais. Quant aux Républicains, et pour les Républicains, est-ce que c'est une bonne nouvelle ? En tout cas, je connais les qualités de Christian Jacob, qui a une longue carrière d'élu, de responsable agricole, bien avant, si je peux dire. Et donc, c'est quelqu'un qui sait mener les hommes, je crois. Donc, et les femmes. Donc, on verra comment les choses se passent pour lui. En tout cas, je lui souhaite bon courage dans sa tâche, et au bon sens du terme, vraiment bon courage dans sa tâche nouvelle. Oui, venons-en à ce qui est préoccupant en ce moment, la Turquie et son offensive contre les Kurdes. Conseil de défense hier soir restreint à l'Elysée. Emmanuel Macron est très préoccupé, il a raison. Oui, parce que c'est une zone qui était déjà conflictuelle, mais l'incursion turque en territoire syrien, avec les conséquences sur une partie de population que sont les Kurdes, qui ont beaucoup œuvré contre Daesh. On a été très contents de les trouver à ce moment-là pour lutter contre Daesh. Sans compter qu'ils détiennent une partie de terroristes de Daesh de toute nationalité, y compris française, depuis un certain nombre de mois ou d'années. Donc tout ça produit à la fois un risque de déstabilisation nouvelle ou supplémentaire, avec des risques de flux migratoires importants et immenses. 2, une conflictualité qui va se réactiver, si je peux dire, entre la Turquie et la Syrie. Et 3, quid des personnes qui étaient détenues par les Kurdes. Et donc tout ça crée une situation où je crois que l'ensemble quasiment de la communauté internationale a dénoncé cette incursion, dont on ne voit pas ni le fond, et on a un sentiment que les Turcs n'ont pas pris la mesure des conséquences de tout ça. J'ajoute que tout ça démarre aussi, ne l'oublions pas, d'une déclaration du président Trump annonçant qu'ils allaient retirer leurs troupes et que finalement ils se délestaient de la question kurde, avec des arguments étonnants, si je peux dire. Oui. Et donc on voit bien que les relations internationales sont des choses sérieuses, que ça ne peut pas se régler à coup de tweet, qu'il est important dans ces cas-là que chacun prenne ses responsabilités. Je regrette que les propos, l'aller-retour, si je peux dire, du président Trump disant « je me retire, puis finalement je maintiens mes troupes » n'est pas à envoyer un signal qui donnait d'une certaine façon un quitus aux Turcs. Oui. Est-ce qu'il y a aussi d'ailleurs une crainte d'embrasement avec la Turquie, que quand même un partenaire de la France? C'est pas d'embrasement direct, mais un embrasement direct de la zone. Ça peut arriver, bien sûr. On a des intérêts, on a éventuellement des gens sur ces territoires-là, donc on les protégera. D'ailleurs, c'est ce qui est sorti du Conseil de défense hier soir tard. Donc ça, c'est nos intérêts. Mais la question, c'est la question du feu aux poudres. Et il n'y avait pas besoin de ça, parce que de la poudre, il y en a beaucoup. Oui, en ce moment. Dans cette zone. Et donc, je pense que, ceci dit, la pression internationale peut œuvrer, peut jouer et peut faire en sorte que les Turcs reviennent à la raison. Oui. Il y a des risques de débordement ce soir aussi pour le match France-Turquie. J'aimerais qu'il n'y en ait pas. Moi, je pense qu'il faut laisser le sport à l'abri, comment dirais-je, des vicissitudes géopolitiques. Moi, je pense que le sport, il doit justement être comme un contrepoint et comme une parenthèse pacifique dans des moments où qui parfois crée des tensions, pas tant entre la France et la Turquie en tant que telle, d'ailleurs, mais globalement. Et donc, moi, j'espère que ce sera plutôt une parenthèse sportive, et le sport, il doit être à l'écart et à l'abri des querelles internationales. Sinon, on ne fait jamais les Jeux Olympiques et on ne fait jamais le match de foot. Si on n'est pas capable de se parler par la voie du sport, d'une certaine façon, dialoguer par la voie du sport. Venons-en à Sylvie Goulard, votre collègue du MoDem, qui a vu sa candidature rejetée par le Parlement européen. C'est un véritable... Comment vous le prenez, vous ? C'est une sorte de revanche contre Emmanuel Macron de la part de certains Européens ? Difficile d'avoir une analyse quand on n'est pas au Parlement européen de ce qui s'est passé. Au fond, 2 commissaires avaient déjà été rejetés, de tête le hongrois et le roumain. On sait qu'à chaque fois que la Commission se met en place, le Parlement, après tout, c'est dans ses prérogatives, même si c'est pas agréable, fait ses choix. Manifestement, il y avait des jeux
des jeux d'influence et des jeux d'influence entre les uns et les autres qui ont pu produire ce résultat. Maintenant, notre responsabilité, c'est à la fois de remplacer cette candidature et de garder le périmètre important qui était celui qui était proposé. Mais c'est une déception pour vous, par exemple, Marc Fesneau. Vous êtes quand même du MoDem, vous connaissez bien Sylvie Goulard. Alors Sylvie Goulard n'était plus au MoDem depuis un certain nombre d'années, mais n'empêche, c'est pas ça le sujet. Non, mais c'est pas pour me défausser de la question. En même temps. Ce qui est une déception, c'est quand on porte une candidature et quand on a le sentiment que, en tout cas en termes de compétences, il y avait quelque chose qui pouvait se défendre. J'ajoute qu'il semblait que la présidente de la commission était plutôt à l'aise avec cette candidature. Par-delà les hommes et les femmes, ceci étant, il faut qu'on arrive à trouver un équilibre dans cette commission. L'important pour nous, c'est que l'Europe reprenne sa souveraineté. L'important pour nous, c'est qu'on arrive à avancer sur les sujets du défi climatique, de l'autonomie, si je peux dire, commerciale, de défendre les intérêts des Européens, c'est-à-dire les intérêts des Français. C'est ça le plus important. Et c'est la feuille de route qui avait été tracée avec la présidente de la commission. Et c'est bien ça qui est le plus important pour moi. Au-delà des hommes et des femmes, passons par-dessus ces vicissitudes qui peuvent arriver. Mais faisons en sorte que la Commission et l'Europe se remettent au travail au service des citoyens. Est-ce que vous n'avez pas le sentiment qu'il y a une petite brouille quand même aussi franco-allemande et qu'il y a du règlement je ne sais pas si c'est le sentiment, puisque c'était une candidature qui avait reçu manifestement l'agrément. Oui. Il y a peut-être une brouille PPE, le Parti populaire européen, dominé beaucoup par les Allemands, qui ne voyaient pas dans le choix de la présidente de la Commission le choix qu'ils auraient fait eux-mêmes. Bon, peut-être qu'il y a ça, mais je ne crois pas qu'il y ait une brouille franco-allemande. D'ailleurs, le président de la République va recevoir la présidente de la Commission et il y a un conseil des ministres franco-allemands mercredi, cette semaine, qui permettra de mettre les choses au clair et de préparer le Conseil européen. Qui aura lieu à Toulouse. Alors à partir d'aujourd'hui, les députés commencent à examiner aussi à l'Assemblée nationale la première partie du projet de loi de budget de finances pour 2020. C'est en quelque sorte aussi normalement un budget, une réponse aux gilets jaunes, à ce qui s'est passé. Visiblement, le déficit public va filer un petit peu. Vous allez le laisser filer. Il va pas parce filer, que c'est pas l'urgence. Je vous rappelle qu'il va se retrouver, ce qui n'est pas en soi une satisfaction, mais quand même à 2,2%. Ce qui n'était pas arrivé depuis un certain nombre d'années. Simplement, la tendance d'accélération de la diminution du déficit sera un peu stabilisée parce qu'il y avait besoin de répondre à l'urgence qui avait été exprimée par les Gilets jaunes, notamment en termes de pouvoir d'achat. Il y a une urgence aussi en termes climatiques qui nécessite de dégager des moyens. Donc c'est à la fois une forme de volonté d'être rigoureux dans la gestion budgétaire, mais de pas ultra rigoureux pour éviter qu'on se retrouve dans des situations de tension. Exercice quand même particulièrement difficile. Mais c'est un exercice délicat et difficile. Oui. Comment vous réussissez avec une croissance qui est quand même pas extrêmement forte. Reconnaissons qu'elle est beaucoup plus forte en France qu'en Allemagne. D'ailleurs, c'est un signal intéressant, si je peux dire. Enfin, on préférerait qu'elle soit aussi forte en Allemagne, à vrai dire. La compétition dans ce domaine n'est pas une bonne chose. Mais enfin, reconnaissons qu'on a une croissance qui est moins forte que ce qu'elle avait été. Ce qui avait été prévu. Pourquoi ? Parce que la guerre commerciale entre la Chine et les États-Unis, etc., etc. Bon, en tout cas, ce budget peut calmer un petit peu les... En tout cas, il a une nature à envoyer un certain nombre de signaux qui permettent... Les mouvements sociaux, quoi. Oui, enfin, on n'est pas là pour répondre aux catégoriels, mais je crois que la volonté de... un peu quand même. Mais catégoriel par catégoriel, non. Je crois que c'est répondre aux exigences globales des Français en termes de pouvoir d'achat. 5 milliards d'impôts en plus qui sont supprimés, si je veux dire, en plus de la taxe d'habitation. Et je pense que c'est un signal qui sera... recueilli favorablement par les Français. Marc Fesneau, quel est votre sentiment sur l'affaire de cette femme voilée prise à partie par un élu du Rassemblement national au Conseil régional de Bourgogne ? Mais il y a deux choses. Est-ce qu'elle respectait la loi ? Manifestement, oui. Deux, je trouve que faire une forme de délation publique d'une femme voilée, en particulier devant son fils, qui plus est. D'ailleurs, vous avez vu la réaction du fils qui s'est mis à pleurer parce qu'il y a une forme de stigmatisation. Ça dépend ce que cherche ce conseiller régional du Front National ou du Rassemblement National. S'il cherchait à humilier quelqu'un et à l'enfermer dans sa communauté, il a œuvré utilement. Moi, je pense que c'est pas comme ça qu'on sort ces questions-là et qu'on sort les gens de la question communautaire. Oui, mais alors donc du coup, on autorise le port du voile dans des établissements publics. Non, mais la question, c'est est-ce que ça respecte la loi ? La loi l'autorise. Alors certains après, il y a des règlements en fonction des... Oui, mais le règlement l'autorisait. Donc, dès lors que quelqu'un respecte la loi et le règlement... Enfin, je veux dire, moi, je veux bien tout. Et deux, je ne suis pas sûr que renvoyer quelqu'un de cette façon-là, publiquement, il y a une forme d'humiliation. Et vous croyez que ça aide les gens, ceux qui seraient tentés de se replier sur leur communauté ou leur identité propre, vous croyez que ce genre d'attitude... Je pense que notre responsabilité, c'est de faire en sorte d'intégrer les gens à la communauté nationale et plutôt les attirer vers nous, plutôt que de les enfermer
Donc je pense qu'on fait pas une œuvre utile. Évidemment, c'est une œuvre de communication, une œuvre, comment dirais-je, de stigmatisation et d'utilisation. Oui, mais Jean-Michel Blanquer dit quand même qu'il ne faut pas encourager le port du voile. Mais vous m'avez entendu encourager le port du voile? Non. Je dis simplement que le port du voile, dans cet espace-là, et sous la forme où il était, c'est le voile intégral qui est interdit. Celui-là n'était pas un voile intégral. C'est pas en soi satisfaisant, mais en tout cas, notre travail de politique, c'est un travail d'apaisement et un travail de convaincre, d'essayer que chacun se sente bien dans la République. À l'Assemblée nationale, vous qui êtes en charge justement des relations avec le Parlement, ça ne vous choquerait pas qu'il y ait... Non, mais j'ai déjà vu dans le public des femmes qui portaient un voile. Donc, et personne n'est allé dire, madame, vous devez retirer votre voile. Donc, je pense qu'il faut, avec ces sujets-là, faire respecter la loi. Je pense qu'il y a des tas d'endroits où il y a des sujets qui sont beaucoup plus lourds en termes de respect de la laïcité. Les femmes qui ne peuvent pas rentrer dans un certain nombre d'établissements. Ça me gêne. Il y a des collectivités qui parfois avaient adapté des horaires distordants, si je peux dire, avec les questions de la laïcité. Déjà, faisons appliquer la loi telle qu'elle existe. Et par ailleurs, faisons-le avec le souci d'être ferme sur ces formes de radicalisation, mais là, ça n'était pas le cas. Et d'essayer d'intégrer chacun à la communauté nationale. Et c'est pas en stigmatisant les gens et en humiliant une femme devant son fils on rend service à la République. Marc Fesneau, le mot de la fin avec Cécile de Ménibus. Et moi, je vais revenir sur ce fiasco, sur l'affaire du pont de Ligonnès, et vous demandez qui est le responsable finalement de ce raté. Est-ce que c'est la presse ou est-ce que c'est la police ? C'est le monde dans lequel on vit qui est responsable. Je ne cherche pas à vilipender la presse ou la police. Cette espèce de mouvement permanent d'accélération qui fait qu'il faut... on cherche le scoop, et puis les choses vont très vite. C'est quoi, c'est une marchandisation du scoop ? Je ne sais pas s'il faut dire ça comme ça. En tout cas, l'accélération des processus qui fait que les déclarations de la police écossaise qui accréditent la thèse d'avoir arrêté Dupont de Ligonnès et tout ça se diffusant à grande vitesse après sur les réseaux sociaux. Imaginez sur les réseaux sociaux à quelle vitesse ce serait développé. Beaucoup moins vite. D'une certaine façon. Donc j'ai pas envie de charger la presse parce que c'est trop facile. Oui, mais je quand pense on que charge certains ministres de parler trop vite, est-ce que finalement... Oui, mais je crois que c'est la même chose. C'est le même sujet. C'est-à-dire que quand vous parlez trop vite, on vous dit que vous parlez trop vite, et quand vous parlez trop lentement, c'est le cas de Rouen, de Lubrizol, on vous dit vous cachez des choses parce que vous voulez pas dire les choses. Quand on vous dit j'attends les analyses sur Lubrizol, on vient vous faire le grief de au fond vous voulez cacher. Et quand vous parlez trop vite, on vous dit que vous parlez trop vite. C'est un équilibre à trouver, mais dans le monde des réseaux sociaux et de l'envie permanente. Non, je pense que c'est la responsabilité collective que nous avons, vous les médias, nous les responsables publics, globalement l'ensemble des institutions, que dire attendez, on regarde. Et quand bien même ça ne place pas à monsieur Facebook ou madame Twitter, peu importe. Nous sommes là pour dire les choses telles qu'elles sont et pas les choses telles qu'on voudrait qu'elles soient ou que le système dans lequel on est voudrait que ça soit. Je pense que c'est ça notre responsabilité. C'est une responsabilité de donner de la temporalité et que chacun fasse son boulot. Après tout, il fallait donner le temps peut-être à la police d'aller en Écosse et de vérifier que la personne n'était ou pas du pont de Ligonnès. En l'occurrence, ça n'était pas du pont de Ligonnès. Merci Marc Fesneau, ministre en charge des relations avec le Parlement, qui était l'invité ce matin de Sud Radio. Et restez avec nous dans quelques instants. On reviendra sur justement sur cette question. La mère voilée prise à partie vendredi au Conseil régional. On en parle dans quelques instants. 7h58. 5h10, le Grand Matin Sud Radio. Vendez votre